Urgent, bonjour. Bonjour William. Tu es président de Grande Thornton depuis 20 ans ou quelque chose comme ça. Tu comptes bien, exactement 20 ans. Je t'ai connu déjà à l'époque, voilà. Très belle aventure. À l'origine, cabinet Amio, je me souviens de ça. Exactement. Voilà, et qui s'est transformé, enfin, qui a évolué vers la marque ou le réseau Grande Thornton, qui est le 6e au niveau mondial. Alors peut-être avant de passer à des questions plus opérationnelles, professionnelles, voire institutionnelles, pourrais-tu présenter en quelques mots Grande Thornton, le réseau mondial peut-être, nous indiquer son importance, mais surtout après, en France, combien de collaborateurs, quel type d'activité, entre audit, non-audit, éventuellement autre chose, etc. Et puis on passera ensuite aux questions plus pratiques. Écoute, volontiers. En fait, tu as bonne mémoire. On s'appelait jusqu'en 2002 Amio Auditeur et Conseil, puis Amio Exco. Et le changement pour Grande Thornton est déjà un signe de la stratégie que l'on voulait poursuivre, à savoir qu'on voyait l'économie comme devenant une économie véritablement, à l'époque, internationale. Et puis, assez rapidement, on a appelé ça globalisée, mondialisée. On est convaincu que les jeux ne se font plus au sein et à l'intérieur des frontières nationales, mais les véritables jeux et enjeux sont maintenant globaux, et ce qu'on voit sous les yeux est la démonstration de ce que l'on présageait à l'époque. Donc ce nom qui n'a pas été facile, je dirais, décision qui n'a pas été facile à prendre. On avait un nom vraiment français, l'évêque d'Auxerre, M. Jacques Amio, pour se transformer en Grande Thornton. Voilà, je pense qu'on a pris une sage résolution qui fait qu'effectivement aujourd'hui nous continuons à être l'associé français de Grande Thornton International. Alors qui est Grande Thornton International ? C'est une organisation mondiale d'audit et de conseil pour qui les deux jambes, à savoir audit et conseil, sont importantes. Nous continuons à considérer qu'il y a dans ce monde qui a besoin d'assurance, il y a encore de la place pour se développer et prendre des parts de marché sur le métier de l'audit. Et la deuxième jambe, effectivement, est celle du conseil, qui va, pour nous Français, depuis l'expertise comptable jusqu'au conseil des plus élaborés, sur lesquels j'en viendrai un peu plus tard. Donc Grande Thornton International, c'est une présence dans plus de 130 pays, plutôt près de 240. C'est 47 000 personnes, c'est pratiquement 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On partage un certain nombre de sujets déterminants pour l'avenir des cabinets. D'abord, on partage la stratégie, audit et conseil, et quel type de conseil. On partage, je dirais, les outils de travail, notamment évidemment essentiellement sur le métier de l'audit, mais aussi sur un certain nombre d'autres métiers comme le transaction-service. Les outils, les méthodologies, les types de rapports sont très voisins, pour pas dire identiques. On partage aussi le contrôle qualité. Le contrôle qualité, pas uniquement d'ailleurs sur l'audit, on partage le contrôle qualité aussi sur des missions de taxes, puisque c'est des missions qui sont de plus en plus structurantes et qui engagent de plus en plus les cabinets en termes de prise de risque. Donc nous partageons au plan mondial le contrôle qualité. Et puis je dirais après ce qui est plus usuel, c'est-à-dire tout ce qui est marketing, tout ce qui est signalétique et présentation au marché. Donc voilà ce qu'est Grande Thornton. Grande Thornton se dit un réseau intégré parce que, je dirais, ces éléments forts que je viens de signaler sont décidés et développés en commun. La France joue un rôle actif et prééminent dans cette organisation internationale, à savoir que par la taille, nous sommes le 5e pays, ce qui est une assez bonne performance pour les organisations de ce type. Je suis personnellement membre du comité du conseil d'administration mondial et membre du comité stratégique. Donc la France a un poids dans cette organisation. En ce qui concerne la France, Grande Thornton, France, c'est 170 millions de chiffre d'affaires, c'est à peu près 25 bureaux, c'est un peu plus d'une centaine d'associés qui sont répartis sur ce territoire. Donc la moitié de nos effectifs et par voie de conséquence à peu près la moitié de nos associés se trouvent en région parisienne. Donc
à peu près 800 personnes sur un peu 800-850 personnes sur un effectif total de presque 1700 personnes. Nos métiers en France eh bien, sont au nombre de 5. D'une part, l'audit, essentiellement audit, commissariat aux comptes. Le conseil financier, on abrite derrière ce mot tout ce qui est le restructuring à l'anglo-saxonne, mais aussi les transactions services, les due diligence à l'achat, à la vente, l'évaluation d'entreprise, le forensic. Donc, tout ça, c'est abrité sous le conseil financier. Le troisième métier, en fait, j'aurais dû commencer par cela, par ordre d'importance, c'est avant le conseil financier, il y a l'expertise conseil, qu'on n'appelle plus expertise comptable depuis maintenant très longtemps, parce que on pense que l'expert comptable ces dernières années est devenu trop comptable expert, alors que nous voulons rester un expert comptable, un expert conseil. Et la dimension du conseil dans notre exercice professionnel est clé de notre point de vue. Donc ce métier d'expert conseil, eh bien, je dirais dans cette maison, tout le monde sait à peu près ce qu'il recouvre. Avec un accent fort mis chez nous sur la partie valeur ajoutée de nos experts, qui doit prendre le pas sur la partie production des comptes. Et donc on a autour de la mission traditionnelle tout un tas de lignes de service qui se déploient, qui sont des mises en place de business plans, qui sont des mises en place de reporting, des budgets de trésorerie, qui sont des levées de fonds dans certains cas, qui sont l'accompagnement à l'étranger lorsqu'il le faut, et de l'aide à l'acquisition, enfin tout ce qui est les missions traditionnelles. Le troisième métier est ce que l'on appelle chez nous le conseil opérationnel et l'outsourcing. Donc c'est toute l'activité, je dirais, que les anglo-saxons appelleraient du business consulting, et qui va de la mise en place de systèmes d'information, l'amélioration de performance dans les systèmes d'information, le conseil IT, les conseils en système de cybersécurité, les mises en place ou la supervision des dispositifs de risk management, contrôle interne, etc. En passant par du conseil à l'optimisation d'achat avec des plateformes d'outsourcing d'achat, ou du conseil à l'optimisation des coûts et des stocks et des achats, pour aller jusqu'à une activité d'outsourcing. On a été certainement le premier cabinet en France à développer une activité qu'on appelait à l'époque externalisation, et qui fait mieux aujourd'hui d'appeler outsourcing, et qui consiste à prendre en charge des activités de production comptable qui vont, je dirais, soit de certaines boucles de comptabilité client, comptabilité fournisseur, comptabilité de frais, jusqu'à la comptabilité dans sa globalité, pour plutôt des grandes entreprises qui veulent se concentrer sur leur cœur de métier et qui pensent qu'il vaut mieux confier à des experts le traitement de leur production comptable. Dernier métier, qui est celui du juridique et fiscal, puisque nous avons au sein de notre groupe un cabinet qui est inscrit au barreau de Nanterre, et qui développe les activités traditionnelles de juridique et de fiscal en termes de compliance, mais qui se développe davantage sur les activités de conseil, sur chacune de ces deux branches, et conseil d'accompagnement à nos autres activités, ou conseil propre sur ses clients en corporate pour l'essentiel, en ce qui concerne le juridique. Et en ce qui concerne le fiscal, c'est surtout ce qui est fiscalité internationale, prix de transfert, et montage un peu complexe, pour une clientèle soit domestique, soit internationale par le biais de notre organisation mondiale. Donc voilà ce qu'est, d'une manière très, très résumée, à la fois Grant Thornton International et Grant Thornton France. Bien, merci pour ce tableau relativement complet, et qui anticipe même un tout petit peu sur la question des nouveaux métiers, etc. On voit bien à travers ta présentation combien les cabinets, le tien, mais d'autres encore, des gros mais aussi des petits, depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, selon les cas, se sont investis dans des champs qui n'étaient pas le métier traditionnel, que on peut symboliquement reprendre ta formule expert comptable et non pas comptable expert. On a eu un congrès ou un bandeau ici, alors on a dit plus expert que comptable. Ça ne signifie pas, bien sûr, lis dans ton esprit,
dans l'esprit de quiconque de laisser tomber ou mettre de côté la tenue comptable traditionnelle, mais d'exprimer cette idée qu'on est aussi les mieux placés pour donner des conseils. Ouais. L'autre sujet qui est, on vit une époque formidable avec beaucoup de transformations en ce qui concerne l'audit. L'audit, le commissariat aux comptes pour l'essentiel, la directive européenne, la transposition de la directive européenne, les différentes évolutions depuis une douzaine d'années, une quinzaine d'années avec l'apparition du H3C, le renforcement de ses pouvoirs, le rôle de la compagnie. Alors, quelle est ton appréciation sur cette évolution récente et aussi ce qui nous attend avec la réforme de l'audit et parmi de très nombreuses mesures, l'obligation de faire tourner non plus les signataires dans un cabinet, mais les cabinets dans un certain nombre, dans les EIP tout particulièrement. Alors, si tu le permets, avant de répondre à la question sur la réforme de l'audit, je voudrais revenir 2 secondes sur le distinguo entre expert comptable et comptable expert. Ouais. Parce qu'en réalité, ceux qui ont un peu l'histoire de la profession devraient se souvenir qu'il y a longtemps, l'expert comptable, c'était d'abord l'homme du conseil. C'est après la fusion, en réalité, entre ce qui étaient les experts comptables et les comptables agréés, qu'il y a une sorte d'inversion des poids relatifs et du poids relatif dans les missions, et que la partie production comptable l'a emporté sur la partie conseil. Mais j'ai dans mes tablettes, j'ai dans mes dossiers un certain nombre de missions qui étaient faites par les experts comptables dans les années 50. J'ai des plans de formation qui existaient, parce que ça s'appelait déjà comme ça, des grands cabinets où ce que l'on demandait à un expert comptable, c'était tout sauf de la production comptable. On n'a rien inventé, les budgets de trésorerie, les budgets prévisionnels d'exploitation, les calculs de BFR, le fonds de roulement normatif, d'ailleurs tout ce qui était aussi coproduit avec le Conseil de l'ordre, les petits livres rouges qui existaient il y a très longtemps. Donc, en réalité, absolument. Donc, en réalité, on est en train de revenir à une situation qui a existé dans le temps, mais que l'épaisseur du temps nous a fait un peu oublier. Alors maintenant, en ce qui concerne les réformes, et enfin, plutôt le métier de l'audit et les évolutions qui sont en réalité en train de se produire, je dirais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça fait de l'affaire 25 ou 30 ans qu'on va de réforme en réforme. On est dans une sorte de continuum de réforme, comme si on ne savait pas, on ne savait pas faire notre travail correctement, et comme si on ne savait pas comment arriver sérieusement à une certification de compte. Je pense qu'il faut reconnaître que la profession française est une profession de très grand sérieux, et ce n'est pas une nouveauté. Elle n'a pas attendu des réformes récentes pour assurer la sécurisation et la sécurité de la place financière française. À quand remontent les grands problèmes de place? Je ne parle pas de scandale, les affaires, on n'en a pas en tête. Il y en a peut-être une qui est en train de sortir aujourd'hui, mais c'est-à-dire que ça, malheureusement, c'est la loi du genre. Mais la place française est propre depuis très longtemps. Depuis très très longtemps, et ce qui n'empêche pas, je dirais, des esprits supérieurs à considérer qu'il faut en rajouter et amener une succession de réformes qui, peut-être au plan réglementaire, au plan administratif, donnent satisfaction à certains, mais qui, dans l'exercice au quotidien de notre métier, est une surcharge, est une entrave à un fonctionnement, je dirais, intelligent de nos cabinets et à un épanouissement, je dirais, heureux de nos équipes. Donc tout ça pour planter déjà le décor, à savoir que je ne suis pas un fan des évolutions réglementaires de ces dernières années. Et évolutions réglementaires qu'il faut quand même le rappeler, sont issues, enfin sont dues, trouvent leur origine dans le fait que dans un certain nombre d'autres marchés, et notamment aux États-Unis, il y a eu des affaires retentissantes dont on a
a voulu faire porter une part non négligeable de responsabilité au cabinet, mais rappelons aussi que la justice n'a pas condamné ces cabinets pour les affaires que l'on croyait, les turpitudes qu'on leur reprochait, qu'on leur attribuait. Pour rappeler juste un mot, ce que tu dis en filigrane, c'est Arthur Andersen qui a disparu en 6 mois après l'affaire Enron, oui, pour des documents détruits, oui, finalement plusieurs années après, et après qu'Arthur Andersen, 60 000 personnes ou 80 000, ait complètement disparu, oui, et ben, a été exonéré par la justice. Voilà. Alors, ayant dit cela, on ne se contente pas d'ailleurs, je dirais, d'appliquer les règles qui émanent de l'Europe. On en rajoute. Bon. Et en France, on a quand même ce privilège assez extraordinaire d'avoir non seulement la rotation des associés, mais maintenant la rotation des firmes, qui va vraisemblablement créer un problème de place, un blocage, et dans les années qui viennent, on le verra. Et qui, je dirais, auquel s'ajoute une autre difficulté, qui est que notre réglementation française sur les incompatibilités est l'une des plus, si ce n'est la plus contraignante au monde, et qui pose qui amène une autre difficulté là, de fond. Bon, la première aboutit à une difficulté, si je puis dire, d'équilibre, je dirais, opérationnel des cabinets et de rentabilité des cabinets. Surajouter de la réglementation, eh bien, affecte nécessairement le compte de résultat de nos cabinets, mais celle à laquelle je vais faire maintenant référence, à savoir l'incompatibilité, affecte le fond de nos activités. Réduire à l'extrême le champ du possible sur un client donné en termes de mission, eh bien, conduit quelque part à restreindre, je dirais, le champ d'expertise et par voie de conséquence l'attractivité des cabinets et l'intérêt que peuvent trouver les équipes à faire de l'audit. Si on ne peut pas avoir un avis sur un montage fiscal, un montage juridique, si on ne peut pas prêter un minimum de conseils, même si apparemment ce mot est devenu une grossièreté dans ce métier, eh bien, faire du préventif en fait. Faire du préventif. Mais le conseil, ce n'est que du préventif. Ah oui. Enfin, c'est essentiellement du préventif. Donc, ne pas être en mesure, je dirais, d'apporter cette ouverture est réellement problématique pour, je dirais, l'intérêt que représente ce métier pour les jeunes. Et on va le voir, je dirais, cette difficulté fait que les cabinets qui ne peuvent pas se développer sur le conseil ou qui se développent moins sur le conseil ne sont pas en mesure de développer dans leur sein les expertises qui deviennent indispensables pour faire correctement de l'audit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire d'audit, la mission si je puis dire, strictement de certification des comptes, si l'on n'a pas dans son sein des experts en IT, des experts en cybersécurité, des experts fiscaux de haut vol, des experts juridiques qui sont capables de comprendre les montages sophistiqués que sont amenés à faire les entreprises pour aller sur les marchés étrangers. Donc, je dirais, la diversité et le spectre de services et de conseils que l'on doit avoir dans les cabinets est indispensable pour l'audit. Or, on ne peut pas, la réalité du terrain est là, on ne peut pas attirer les meilleurs talents pour ces meilleurs talents uniquement en leur promettant que l'on va faire des missions d'audit, et puisqu'en réalité le volume ne suffit pas, ils veulent aller s'enrichir aussi sur des missions d'expertise, enfin des missions de conseil à côté. Donc cette restriction du champ des possibles sur l'audit, qui est la deuxième évolution de ces 20 dernières années, est un frein, je dirais, à la réalisation correcte de missions d'audit. Voilà. Donc si j'interprète, j'espère pas trop mal ta pensée, la réforme d'audit, c'est pas une réussite totale, ni dans l'intérêt des entreprises, ni dans l'intérêt des cabinets. C'est dit de façon effectivement euphémisante, oui. Un autre sujet qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui, c'est la révolution numérique. Oui. Dans tous les métiers que tu as indiqués, de façon plus ou moins importante et prégnante, bien sûr, selon les cas, l'utilisation comme outil du numérique, des robots, des data, etc., est essentielle. Un cabinet comme le tien
près de 200 millions de chiffre d'affaires en France. Où en est-il? Quels sont les métiers en pointe dans ce domaine? Quels sont ceux sur lesquels vous souhaitez aller? Est-ce que vous avez complètement transformé vos habitudes ou est-ce que vous êtes en cours? Enfin voilà, où en est-on? Alors, d'abord, ce sont des sujets qui sont, compte tenu des impacts que cela peut avoir et puis de la taille, du volume de ces impacts, ce sont des sujets qui sont traités au niveau mondial pour l'essentiel. On considère qu'il faut, je dirais, tourner ces nouvelles technologies à notre avantage et ne pas les subir. Et donc, on a des réflexions qui concernent tant le métier de l'expertise que le métier de l'audit, que les métiers du conseil sur chacun de ces sujets. On a je dirais, des réflexions transversales, communes, notamment sur l'analyse de données, le data analytics. Comment est-ce que, je dirais, quels sont les outils qu'il faut utiliser pour que sur chacun de ces métiers, soit dans le conseil, lorsque l'on veut aider une de nos entreprises clientes à mettre en place ses propres systèmes de revue d'analyse de données, ou lorsqu'on est en expertise, c'est comment savoir extraire les bonnes données pour produire un conseil pertinent à nos interlocuteurs, patrons de PME ou directeurs financiers de PME. Donc là, le rôle de conseil de l'expert conseil, ou en matière d'audit, c'est comment travailler avec l'analyse de données, je dirais, pour davantage focaliser l'analyse des données comptables et sortir des échantillons massifs. Donc, il y a ces approches transverses de l'analyse de données sur lesquelles, effectivement, nous travaillons. On considère sur le métier, on considère d'une manière générale que, de toute façon, il faut en tirer le meilleur et ne pas considérer que c'est une catastrophe qui nous arrive. Et pour relier avec ce que je disais un peu précédemment sur l'expert conseil, je dirais, la généralisation du numérique et, je dirais, le rôle accru que vont jouer les robots ou les systèmes automatisés de traitement des comptabilités ou des boucles d'audit devraient logiquement redonner des lettres de noblesse aux experts que nous sommes. Après, ça va certainement changer la typologie de la constitution des équipes dans nos cabinets, mais les experts vont pouvoir reprendre la main, puisqu'en réalité, nos formations, nos différentes formations sont ainsi faites qu'on met réellement notre valeur ajoutée, c'est-à-dire que la seule chose que l'on a véritablement de valable et de vendable, si je puis dire, c'est ce qu'on a dans le cerveau, on commence à le faire fonctionner une fois que les données existent, une fois que les comptes sont établis. C'est là qu'on commence à produire réellement le meilleur de nous-mêmes. Donc la digitalisation, la numérisation, on va l'utiliser, on va positiver dessus, et il y a quelques métiers sur lesquels il va falloir assurer une transformation, mais qui ne va pas se faire en un instant de raison. Ces choses-là prendront davantage de temps. C'est notamment tout ce qui est production comptable, sur tout ce qui est production de paye, tout ce qui est proprement, enfin plus généralement parlant, tout ce qui est production. Donc là-dessus, oui, on fera une évolution. On a d'ailleurs déjà entrepris certaines évolutions sur l'expertise. Nous avons des équipes qui travaillent à l'île Maurice et avec qui, je dirais, une grande partie du travail est déjà numérisée. Bon, on va continuer, on va faire les adaptations qu'il faut, mais on voit ça plutôt comme une opportunité pour redonner ces lettres de noblesse au Conseil. Et justement, je voudrais rebondir sur cette réponse que tu viens de faire. Un cabinet important comme le tien au niveau mondial et français, est-ce qu'il exerce une certaine force d'attraction? Est-ce que tu le constates depuis 2, 4, 5 ans, dans la période la plus récente, ou est-ce que tu spécules que ça va arriver dans les 2, 3, 5 ans, du fait, de ce que tu disais, les normes, le commissariat aux comptes qui devient beaucoup plus formel, normatif, avec un certain nombre de contraintes, la numérisation qui oblige à avoir des systèmes performants, etc. Est-ce qu'un cabinet qui fait 1 million, 2 millions, 5 millions, qui emploie 10, 50, 100 personnes, ne se dit
dit-il pas, mais il faudrait que je me rapproche d'un cabinet plus important qui, lui, du fait de son importance, justement, est capable de nous aider à aller vers ces performances qui deviennent indispensable, quelle que soit la taille du marché. Je ne suis pas pessimiste du tout sur l'avenir de la profession et sur la structuration de la profession entre grands cabinets et petits cabinets ou moins grands cabinets. Je pense que chaque typologie correspond à un besoin particulier des entreprises et c'est pas quelque chose de nouveau. Je veux dire, encore une fois, si on se retourne quelques 30 ans, voire 50 ans dans notre histoire professionnelle, il y a toujours eu de très grands cabinets. J'en ai notamment un à présent à l'esprit qui existe depuis plus de 50 ans, qui était non pas hégémonique, mais qui était partout, qui aujourd'hui a plus de 200 bureaux. Donc ça fait longtemps qu'il a ces 200 bureaux. Bon, et dans ces 200 bureaux, il traite aussi des petits clients. Bon. Donc je pense que la typologie des cabinets ne devrait pas être bouleversés, parce que ceux qui ne seront pas en mesure, ces petits cabinets, de fabriquer par eux-mêmes, c'est-à-dire leurs outils de travail reposant sur le numérique, eh bien, ils feront comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils auront des prestataires extérieurs qui leur mettront les outils à disposition et qui seront plus ou moins modulables, adaptables. Donc, je pense que ils auront l'outil qu'il faut. Le véritable sujet pour moi, c'est est-ce que la profession continuera à être suffisamment attractive pour que les jeunes viennent chez nous, se lancent dans ce parcours qui est long, qui est exigeant, et qui le sera d'autant plus que la partie production aura diminué et qu'on leur demandera rapidement de devenir des experts. Alors des experts à leur niveau, mais des experts et des conseils. Donc le challenge, à mon avis, il est là, et on voit bien que d'une manière générale, pas uniquement pour les petits cabinets, mais pour les moyens et les grands, eh bien, recruter aujourd'hui n'est pas quelque chose de facile. Parce que le diplôme ne nous appartient plus, la formation ne nous appartient plus, les filières sont pas si nettes que ça pour arriver à nos cabinets. Donc, je dirais, il y a un besoin d'améliorer fortement l'attractivité de nos cabinets. Mais voilà, ayant dit cela, je pense que je ne crois pas que ce sera l'évolution technologique et notamment le numérique qui bouleversera. Qui discriminera. D'accord. Non, non. C'est vrai que la bureautique a été adoptée par les petits, les moyens, les gros, qui avaient des outils pour tout le monde. Et on voit aujourd'hui sur la place des cabinets de plus petite taille réussir des performances technologiques qui sont supérieures à ce que peuvent fournir des grands cabinets, parce qu'il y a cette agilité qui fait que voilà, l'expert comptable ou son bras droit, ou il y a dans le cabinet quelqu'un qui a envie de bricoler un peu, de trouver une solution adaptée à un client, etc., et qui propose des solutions que dans les cabinets de plus grande importance, il faut respecter les règles, il y a des process, etc. Donc c'est plus long. Mais encore une fois, il n'y a rien de nouveau. On a connu des petits cabinets qui avaient pris la bureautique. Tout à fait. Tu as raison. Tout à fait. Peut-être une dernière question. Aujourd'hui, comme hier, mais aujourd'hui peut-être un peu plus, la question de l'interaction entre l'ordre et la compagnie existe. On sait que la compagnie a été quand même beaucoup réformée, en tout cas perdue de ses prérogatives. Elle en a récupéré par délégation. Entre l'ordre et la compagnie, les relations ont pu être parfois formidables, d'autres fois plus difficiles avec des frottements. Bref, quelle vision as-tu sur l'organisation institutionnelle de la profession, ordre, compagnie en particulier? Je dois avouer que c'est une question que je n'ai jamais comprise. Je n'ai jamais compris que l'on puisse se poser cette question, dans la mesure où, lorsque je quittais les réunions syndicales, je rentrais dans un cabinet qui faisait à la fois de l'expertise, à la fois de l'audit, à la fois du conseil juridique et fiscal, à la fois du conseil, et je me disais pourquoi ce que l'on fait dans nos cabinets ne peut pas être fait au niveau institutionnel.
Donc j'ai toujours été un fervent partisan de la réunion de ces deux instances, de ces deux institutions en une seule. Avec certainement, après, il faut réfléchir à comment ça s'organise, c'est-à-dire des tableaux, un tableau des auditeurs, un tableau des experts conseils, un tableau des conseils, pourquoi, oui, bien sûr, et je rajouterai un quatrième qui serait le tableau des salariés. Parce que dans notre profession, il y a les nobles, ceux qui sont en cabinet, et puis il y a les moins nobles, pour ne pas dire autre chose, qui sont, je dirais, dans les entreprises. Et ce qui crée d'ailleurs un clivage qui crée une incompréhension très souvent entre les directeurs financiers ou les directeurs généraux finances des grandes entreprises, les directeurs comptables et les professionnels dits libéraux. Alors que si l'ensemble de cette population appartenait à un même corps, peu importe le titre, les auditeurs, les experts conseils, les comptables, les conseils d'entreprise et les salariés, eh bien nécessairement par la cohabitation, les échanges professionnels, les conférences, les congrès, etc. Eh bien, d'abord, il y aurait beaucoup plus de monde, il y aurait beaucoup plus de 150 000 probablement. Voilà. Donc, je pense qu'on aurait intérêt à regarder ce qui se passe du côté anglais, maintenant qu'ils ont fusionné tous leurs instituts. Bon. Et faire évoluer en réalité cette organisation. Alors malheureusement, et tu le sais mieux que moi, le sujet n'est pas uniquement entre les mains, puisqu'on relève de tutelles qui sont différentes, mais dans un monde idéal, on pourrait imaginer un jour avoir des tutelles, entre guillemets, sans offenser personne, intelligentes, qui considérerait que, eh bien, in fine, ce que l'on fait relève davantage, on manie davantage des chiffres que le code de commerce ou le code pénal, et que tout ça, eh bien, devrait se terminer sous une tutelle unique, plutôt à vocation financière. Même si on pouvait imaginer que le tableau des auditeurs eh bien, relèverait d'une supervision, d'un contrôle qualité, d'une réglementation. D'un droit à la parole, voilà. de la chancellerie. De la chancellerie, du H3C, bien évidemment. Et là, on aurait enfin une profession qui serait puissante pour faire passer les messages. Et on ne se retrouverait pas, comme trop souvent, dans les situations où des concurrences entre les présidences, entre les groupes de confrères feraient que lorsque un sujet serait soulevé par la chancellerie ou du côté du commissariat aux comptes, eh bien, il y aurait une opposition de la part des experts comptables et inversement. On voit bien que dès qu'il y a un champ ouvert sur le champ de l'audit, dès que le champ de l'audit n'est plus légal, eh bien, l'ordre s'y engouffre en disant « ça c'est à moi ». C'est complètement idiot. Moi, dans mon cabinet, tout ça, ça relève du département audit, quoi, puis on n'en parle plus. Donc, voilà ce qui... Je pense que dans le monde un peu compliqué pour les équilibres, le recrutement et le développement de nos cabinets, on aurait effectivement grand intérêt à trouver la poudre à perlimpinpin qui permettrait de fusionner tout ça. Alors, je sais bien que le terme fusion fait peur à tout le monde, puisque personne dans sa vie n'a fait de commissariat à la fusion, c'est bien connu. Mais rapprocher et faire de ces deux maisons une seule, ça me paraît une nécessité.